Avec nous, Mathieu Prévost, responsable du département environnement et RSE de l'UNIC. C'est notre expert législatif. Il nous aide à nous retrouver dans le millefeuille législatif qui est de plus en plus quand même épais. Donc au départ, on devait parler des changements au 1er janvier. Mais Mathieu va revenir sur les changements des 2 dernières années qu'il faut mettre en place et ce qui nous attend pour les années à venir. Tout n'est pas négatif, il y a des solutions. Et je vais laisser Mathieu nous présenter ces nouvelles réglementations. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Mathieu Prévost, je suis responsable environnement RSE à l'UNIC, Fédération des imprimeurs, et je m'occupe aussi du label Imprime Vert. Peut-être certains connaissent. Voilà. Donc on va parler un peu réglementation, mais je ne vais pas vous assommer avec des textes de loi, etc. On va plutôt parler du pratico-pratique, de ce qui peut se passer dans le milieu du print. Alors, c'est un vaste sujet, parce qu'on est sur ces prints, il y a du grand format, il y a de la bâche, il y a de l'adhésif, il y a de l'autocollant, il y a de l'enseigne, il y a énormément de marchés. Donc comment aborder tout ça? Moi, je vais vous parler un petit peu, et beaucoup, du papier, ou de certains sujets un petit peu chauds, on va dire. Là, vous avez un panorama, en fait, de tout ce qui a pu se passer, tout ce qui va se passer depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette slide? On retrouve l'arrêt de l'imprimé publicitaire. On en parla tout à l'heure. Vous connaissez le stop pub. Je vais vous aborder le sujet du oui pub. Vous allez voir que c'est une nouvelle thématique, ou du moins c'est une nouvelle mesure qui va être mise en place. On va parler également de tout ce qui peut être huile minérale. Alors, on va me dire les huiles minérales. On va parler de quelque chose d'un peu plus large, et ça va faire la transition avec la conférence d'après, ça va être les encres. Pour moi, le défi de demain, ça va être la transparence sur ce qu'on fait dans le print. Pourquoi? Parce qu'on utilise des consommables, il va falloir qu'on soit un peu plus transparent, il va falloir qu'on dise un peu plus ce qu'on fait, comment, et il faut le prouver. Et tout ça, c'est un défi qui tourne autour notamment des encres, donc on va en parler. Un autre sujet qui va être, et ça c'est demain, c'est tout ce qui est surproduction. Voilà, on avait Amazon qui s'était fait retoquer, notamment voilà, qui éliminait des tonnes et des tonnes de produits qui étaient encore consommables, ou du moins qui étaient encore utilisables par les consommateurs. Donc ça dépasse un petit peu le côté du print, mais c'est important d'en parler. Le plastic bashing. Plastic bashing, vous avez tous vu, on a tous des gobelets en carton. Moi-même, je faisais des courses pour préparer ces prints. Il n'y a plus de gobelets en plastique dans les supermarchés à usage unique. Voilà, c'est un axe réglementaire. On va en parler. Je vais vous prendre l'exemple des blisters, l'interdiction des plastiques à usage unique. Et vous allez voir qu'il y a des leviers et que le secteur n'a pas attendu en fait la réglementation pour développer des choses, ou du moins des fois la réglementation permet de nouveaux développements. On a toujours des sujets tels que le papier c'est la déforestation, etc. De fausses allusions, on ne saura pas aborder le sujet, mais je l'ai mis parce que c'est toujours tendance. Voilà. Et puis, passons directement au sujet. Hop là, désolé, il y a des petites applications qui se mettent. Voilà. Alors, la réglementation, elle n'est pas nouvelle. C'est-à-dire que le sujet, c'était de faire un point au 1er janvier. C'est très difficile de s'arrêter au 1er janvier parce qu'en fait, il y a une réglementation qui est croissante depuis très longtemps. Tout commence en 2006. C'est-à-dire que la réglementation environnementale, elle n'est pas nouvelle dans le métier du print, du papier. En 2006, on a créé la REP papier, c'est-à-dire le principe du pollueur-payeur. En gros, c'est la responsabilité élargie du producteur. C'est Citeo, c'est tous ces éco-organismes. Pour ceux qui sont dans le mobilier, c'est Écomobilier, c'est Valdelia et j'en passe. Ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est un gros axe réglementaire, et demain, ça va s'accentuer. On est en train de créer des REP dans tous les sens. Demain, vous allez acheter un ballon de foot chez Decathlon, il va falloir payer une éco-contribution sur le ballon de foot. Vous allez acheter une tente pour aller camper cet été, il va falloir payer une éco-contribution sur le matériel de camping, et j'en passe. Donc ça soulève des problèmes, et ça va impacter les métiers du print. Pourquoi? Parce que nous, on est dépendant d'une REP, de la responsabilité élargie du producteur, et donc de Citeo et des systèmes d'éco-modulation. Alors avant de tous vous perdre, on en parlera juste après. On va prendre un exemple concret justement avec Konica et des experts sur le sujet du désancrage. Mais tout ça rentre dans un système d'éco-modulation, et il y a une possibilité d'optimiser d'un point de vue économique ces choses-là. Bref, création de la REP papier en 2006, naissance d'Ecofolio, maintenant c'est Citeo, c'est les emballages, c'est le papier. Première réglementation assez impactante, c'était 2017, c'était la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'était 2015 et 2017. 2018, on commençait déjà à parler des huiles minérales. Je vais faire le lien tout à l'heure justement sur ce qui se passe au niveau des encres. Voilà. On a toute une évolution qui est là, et on va surtout s'intéresser à ce qui a pu se passer en 2022, ce qui a été acté. Donc vous avez suivi la Convention pour le climat. On a également ce qui en a découlé la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la loi AGEC concrètement. Et ça continue en fait. Et des réglementations qui sont toujours plus croissantes et qui sont toujours de plus en plus impactantes pour nos secteurs.
Donc voilà, on va aborder un peu tous ces sujets. J'ai fait une petite sélection, hein. Ce n'est qu'une sélection. Des réglementations, on pourra en parler. Enfin, il y en a énormément des contraintes qu'il y a pu y avoir dans le secteur, mais on va parler un petit peu justement de tout ce qui est marquage, du geste de tri. Vous connaissez le Triman. Alors, ça revient même quelques années en arrière, c'était la boucle de Moebius, le petit ruban vert là qu'on connaissait, mais ça troublait les consommateurs parce qu'entre l'usage du recyclé et c'est recyclable, on ne savait plus trop qui fait quoi. Donc on a créé le Triman. Maintenant, le Triman est obligatoire. Maintenant, on est sur le marquage directement sur le marquage du geste de tri. Vous verrez ce que c'est. On va aborder le sujet des huiles minérales. Vous allez me dire, le sujet des huiles minérales, ça ne nous touche pas. Nous, dans le grand format, on utilise des machines numériques, etc. Oui, c'est vrai. Mais demain, le grand défi, c'est que les clients, vont questionner les imprimeurs, les utilisateurs de ces machines-là pour justifier du fait que quelle technologie vous utilisez, quel type d'angle vous utilisez, est-ce que vous êtes conforme ou pas à ce qu'exige la réglementation. Et donc, il va falloir montrer patte blanche sur ces sujets-là. On va parler de publicité. Le grand démon, la publicité imprimée. Non, on a attaqué de tous les côtés, que ce soit la suppression autour le renforcement du stop pub. Tout le monde connaît les étiquettes qu'on a sur les boîtes aux lettres. Là, on s'oriente vers une expérimentation. C'est pas on s'oriente, c'est acté, c'est fait. On est sur une expérimentation sur le WePub sur 3 ans. Voilà, avec d'autres mesures telles que l'interdiction des imprimés publicitaires sur les véhicules. Voilà, il y a quelques jours, on parlait déjà d'une suppression des vignettes automobiles aussi. Donc tout ça, ça montre quand même un rétrécissement. L'interdiction des goodies, des échantillons. Et puis, je vous ferai un petit focus sur le packaging, les emballages, parce que pour moi, c'est aussi un défi pour demain. Il y a certaines réglementations qui sont passées, telles que la distribution en vrac dans les supermarchés de plus de 400 mètres carrés. Ça va impacter tous les fabricants d'emballages. Pourquoi ? Parce que l'emballage unique n'a plus vocation à perdurer. On va s'orienter vers des emballages, des distributions en vrac, ce qui veut dire qu'il va falloir revoir la façon de faire des packs, etc. Et il y a déjà certains fabricants qui ont travaillé sur le sujet. Vous le verrez. Voilà. Alors, commençons par un sujet qui est les encres. Les encres, on a différentes problématiques. Je vous en ai nommé 3. Ces 3 qui sont là des problématiques actuelles que les clients, les clients des imprimeurs vont s'intéresser à ces sujets-là. On va retrouver les composants des huiles minérales. Voilà, c'est certains composants des encres qui sont problématiques. On retrouve le jet d'encre, l'électrophotographie avec les problématiques de désancrage. Je vous montrerai pourquoi. Et puis l'offset UV qui a exactement la même problématique. Commençons par les huiles minérales. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Les huiles minérales, ce sont certains composants des encres. C'est-à-dire que quand on travaille en offset, on a besoin de mettre des huiles. C'est la répulsion entre l'encre qui va être grasse et l'eau, la solution de mouillage qu'on met dans les machines. Bref, c'est le procédé industriel. Et certains composants des huiles minérales posent problème. Il y a des problèmes sanitaires. Et donc, il a fallu travailler avec les fabricants d'encre, les imprimeurs bien sûr, et les clients. On peut prendre des deux côtés, c'est-à-dire que cette problématique-là a commencé par remonter par les clients jusqu'aux imprimeurs, mais les imprimeurs sont dépendants de ce qui existe sur le marché par rapport aux fabricants d'encre. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Mais en gros, on a été alerté en 2017 d'une problématique sur certains composants, donc des huiles minérales qui sont potentiellement problématiques pour la santé. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on travaille sur une logique qui est du fournisseur, de l'utilisateur qui va être l'imprimeur qui met ses consommables dans ses machines, et le client qui a une obligation de justifier, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'économie circulaire. Et quand je vous parlais tout à l'heure de REP, de responsabilité élargie du producteur et de CITEO, clairement dans une économie circulaire. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tous les produits qu'on met sur le marché, qui finissent dans votre corbeille de bureau ou dans vos poubelles d'ordures ménagères, il faut que ça puisse se recycler. Et donc, il faut le concevoir de façon cohérente avec ce que propose la réglementation. Et donc, on a travaillé pendant des années sur la conception d'une nouvelle encre qui a été appropriée par les imprimeurs. Ça va entraîner une obligation de justification sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que le client, lui, il est malucé. Il a déjà une responsabilité sur les produits qu'il met sur le marché, d'un point de vue sanitaire. Ça, quand on a vu avec Buitoni, etc., tout ce qui ont sorti un peu du champ des imprimeurs, mais tout ce qui est alimentaire, ça peut poser des problèmes sanitaires. Il doit justifier de respecter la réglementation. Mais en même temps, il confie cette responsabilité à l'imprimeur. C'est-à-dire que le client va dire à son imprimeur, voilà, je veux imprimer ci, ça, voilà, vous le faites comme vous le souhaitez. Le problème, c'est que l'imprimeur n'a pas forcément obligation de justifier auprès de son client. Et l'imprimeur, lui, il est dépendant de ce qui existe sur le marché.
Donc on a travaillé en fait avec les fabricants d'encre, les imprimeurs, qui doivent répondre donc aux exigences du client, mais le client qui est, en tant que metteur sur le marché, est responsable et va avoir un impact. Ça va avoir un impact financier sur son produit. Pourquoi? Parce qu'il paye une éco-contribution. Cette éco-contribution qui peut être malusée ou avec des bonus, des malus dans le cadre de l'éco-conception. Et donc, demain, il va falloir justifier une certaine transparence. Donc, comment ça se passe? L'imprimeur, lui, va aller prouver à son client qu'il respecte la réglementation. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'on est dans le cas de l'offset, on est sur certains procédés. Sauf que demain, dans le numérique, il va falloir également prouver la même chose. J'en suis persuadé. Il va falloir prouver qu'on utilise des composants qui sont conformes à la réglementation et qui ne perturbent pas le recyclage. Donc on va tracer comme dans l'agroalimentaire. On s'oriente vers une traçabilité comme pour l'alimentaire. C'est-à-dire qu'il va falloir fournir des attestations. Le fournisseur d'encre va fournir une attestation à son imprimeur. L'imprimeur va fournir l'attestation à son client qui va permettre de justifier que la réglementation est respectée et que le client, lui, respecte bien sûr la réglementation lorsqu'il met son produit sur le marché, que ce sera un produit alimentaire comme un produit imprimé. Très important. Ça, c'est une attestation légale, en fait, éditée. Qui l'a dit, cette attestation? Alors, qui la contrôle? On a travaillé avec les fabricants d'encre, avec un groupe de travail justement qui est géré par Citeo sur ces sujets-là. Pour l'instant, l'attestation est autorisée. Maintenant, demain, lorsqu'on aura une généralisation de toutes ces encres, il y aura forcément des contrôles, donc des échantillonnages avec des produits qui vont être prélevés, qui vont être analysés en laboratoire pour vérifier que la réglementation est bien respectée. Donc il y a vraiment... Oui, ce que je voulais dire, pas légal, c'était officiel, voilà, c'est ça. C'est officiel. C'est officiel. C'est officiel, après on n'est jamais à l'abri d'une évolution potentielle de la réglementation. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il faut montrer plus de transparence. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans l'économie circulaire, on est dans le recyclage du papier. Un papier, un carton se recycle 5 à 7 fois, on parle. Mais faut-il encore qu'il soit bien conçu? Moi, je vais parler d'un cas réel et ce qui s'est passé, c'est sur l'encre UV. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'imprimeurs en tant qu'à la fédération qui m'appelaient et qui me disaient voilà, Monsieur Prévost, je ne sais pas s'il faut que j'investisse dans une presse UV, on y va pas. Voilà. Moi, je leur disais attention, le désancrage sur ces produits-là n'est pas si facile que ça. Donc, ça va perturber le recyclage. C'est-à-dire que vous allez imprimer des produits, on finira dans la corbeille jaune ou d'autres couleurs. Ça va perturber le cycle de recyclage du papier et du carton. On en revient à la même problématique que sur le régime minéral. Demain, il va falloir justifier que nos produits se désancrent. Et pour ça, il y a certains tests qui existent. Et donc, on a voilà, l'exemple de l'UV est assez intéressant parce que on avait le donneur d'ordre qui, lui, paye une éco-contribution, s'élève à 5%. Alors, à l'époque, on était 68 € la tonne. Le problème, c'est que si l'imprimeur ment ou si on n'a pas une transparence qui n'est pas assez fiable sur le produit, comment il a été imprimé, ben on a un risque économique, mais aussi un risque en termes de recyclabilité sur le produit. Donc d'un côté, il y a un risque sur l'image de marque, sur le marketing de l'entreprise, sur la démarche environnementale de l'imprimeur et du donneur d'ordre, mais aussi un risque d'un point de vue financier, puisqu'économiquement parlant, il risque d'être manusé. Voilà. Donc on a travaillé sur ces sujets-là et la R&D faisant, on a des solutions qui émergent. On verra justement dans la conférence d'après ce qui a pu se passer, notamment sur le jet d'encre. Je ne vais pas détailler la chose, mais on a des évolutions qui ont été mises en place. Même chose, on peut parler de ce qu'on appelle l'électrophotographie, une autre technologie qui existe. Là, on est du côté... Il faut savoir qu'il y a deux flux quand on parle de déchets. Il y a le flux que vous allez retrouver dans votre collecte des ordures ménagères. Donc chez vous, en tant que consommateur, vous retrouvez dans votre boîte aux lettres un flyer, vous allez le mettre dans votre poubelle à un moment ou à un autre, ou un magazine. Il va repartir dans un cycle de recyclage. Mais il y a aussi le flux chez l'imprimeur. Et ce qui est assez intéressant, c'est que certains types d'impression vont perturber le recyclage. Et ce n'est pas une question de volume. En général, c'est le volume qui perturbe le recyclage. Mais là, c'est un exemple concret. Voilà, j'ai pris ça, c'est un cas concret chez un imprimeur. On a 3 pages tous les 4 ou 1000 clics. C'est-à-dire tous les 4 ou 1000 feuilles qui sortent, on a un aplat qui sort. C'est ce qu'on appelle les aplats de réglage, de calage machine. Ce petit volume de déchets va perturber l'ensemble d'un camion qui arrive chez le papetier. C'est très important à comprendre. Pourquoi? Parce que derrière, vous allez avoir un risque. C'est-à-dire que le risque, c'est que tout le camion soit refusé chez le papetier. Et dans ce cas-là, pour l'imprimeur, ça risque d'avoir un coût. Parce que lui, il valorise ses matières, il les revend, puisqu'on en refait du papier. Et là, il va être bloqué. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir de recyclage potentiel. Donc il y a un risque à la fois chez l'imprimeur, mais aussi chez le consommateur. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, parlons d'un autre sujet, c'est l'infoterie. L'infoterie qui évolue en permanence. Il y a 3 ans, on parlait de la boucle de Möbius, du ruban.
Voilà, c'était un grand débat. Qu'est-ce que je dois apposer sur mon packaging, sur mon produit, etc. On ne savait pas trop. Boucle de Möbius, vous savez, c'est cette boucle verte. Lorsqu'il n'y a pas de chiffre au milieu, c'est-à-dire ce produit se recycle. Lorsqu'on a un petit pourcentage au milieu, c'est-à-dire ce produit est composé de tant de pourcentage de recyclé. Donc ça crée une confusion dans l'esprit du consommateur. Harmonisation européenne, on a créé le Triman. Le Triman, donc ce petit pictogramme qui permet de dire ce produit se recycle, mais également j'ai payé une éco-contribution. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, maintenant, on est au niveau européen. Il y a une harmonisation des gestes de tri. Le Triman devient obligatoire. La réglementation, article 17 de la loi AGEC, donc oblige d'un point de vue réglementaire, s'il y a des agences de communication, voire des imprimeurs, sachez-le, le Triman est obligatoire sur tous les imprimés, sur tous les produits que l'on sort. Voilà. Si vous voulez faire un cadeau à votre client, déjà, vous lui apposez de base ou vous lui proposez. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, c'est-à-dire que il faut mâcher le travail au consommateur. Vous, chez vous, quand vous êtes devant votre poubelle, vous ne savez pas trop. Est-ce que je le mets dans mon bac vert, dans mon bac jaune, recyclable? Est-ce que je le mets dans mon bac marron? Voilà. Et on a Sachant que les couleurs de bac changent par région. Voilà, ça c'est aussi une autre difficulté. On ne va pas rentrer sur ce sujet-là, mais voilà, la réglementation des déchets est locale en France. Chacun choisit ses couleurs, même si on commence à avoir une certaine harmonisation. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut mâcher le travail au consommateur. Et donc, le Triman est obligatoire. Maintenant, il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va apposer sur l'emballage la consigne de tri, c'est-à-dire où est-ce que ça part, etc., selon le type de produit. Donc, il faut un petit peu réfléchir à comment est conçu le produit. Voilà, un produit en verre, une bouteille ne va pas partir sur le même cycle de recyclage qu'un magazine, qu'un flyers ou qu'autre chose. Voilà. Donc ça, c'est également une nouvelle obligation qu'on retrouve. Et puis, je voulais vous prendre l'exemple des blisters pour parler un peu d'un sujet qui est positif, deux sujets positifs. Les blisters, ça a été très compliqué. Je vais vous montrer un petit peu en quoi la réglementation peut être un peu tordu ou évolue en permanence, on va dire. En 2017, on interdit les plastiques traditionnels, en polyéthylène, en PPPE. L'article 75 de la loi la transition énergétique pour la croissance verte donc interdit ces plastiques-là. Très bien. On oblige donc à passer sur ce qu'on appelle le hockey home compost. C'est la norme, le N13432. Les imprimeurs s'adaptent, on réduit les cadences, on achète de nouvelles matières. On joue le jeu. Le problème est que arrive derrière une nouvelle réglementation en 2020, donc 3 ans après. Donc les industriels se sont adaptés. On réduit les cadences, je l'ai dit, on a acheté des matières qui coûtaient plus cher, se sont conformés à la réglementation. Sauf que on se retrouve en 2020 et là on nous dit oui c'est bien, tout le monde est passé sur le home compost, mais dans les bacs de tri ça perturbe le recyclage des plastiques. Donc il faut arrêter avec le home compost. Donc il faut trouver d'autres solutions. Donc on revient en arrière et on réfléchit à de nouvelles solutions et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et des solutions émergent. Et c'est là où c'est assez intéressant. C'est là où plutôt de dire que le secteur est en crise ou autre. Non, on a un secteur qui est en évolution. Il faut se poser les bonnes questions, il faut réfléchir, il faut penser à ce qu'on pourrait faire pour améliorer la valeur ajoutée du produit. Et ça, c'est des exemples. Donc il y avait 3 solutions suite à cette interdiction. L'envoi à découvert, oui, très bien, sauf que le magazine, il doit être protégé des intempéries, des rayures, il faut qu'il arrive dans un bon état, il ne faut pas qu'il soit déchiré, etc. Donc il y a quand même une obligation de résultat sur le qualitatif. On a pensé au thermoscellant. Thermoscellant, c'est bien, c'est léger, ça ne perturbe pas le recyclage, c'est pas du plastique, mais bon, c'est pas non plus très esthétique, donc ça ne peut pas correspondre à toutes les solutions. Et puis, il y a l'usage du papier. Et donc, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est certaines évolutions, c'est-à-dire qu'on est passé d'une logique où l'emballage, le blister, avec qu'un seul usage, c'était de protéger le produit pour le mettre dans une boîte aux lettres pour le recevoir, à un multiple usage. Le multiple usage du blister. C'est-à-dire que par exemple là, vous avez un exemple où on n'est plus simplement dans l'usage de protection, mais on va créer un concours de dessin ou une petite cocotte en papier ou d'autres produits. Et on n'est plus dans le simple usage, mais il faut être dans le double, triple usage du produit. Voilà. Et ça, j'aime bien le mettre en parallèle avec ce qui se passe dans le monde du packaging. Je vous en ai parlé en amont. On a une obligation, et c'est acté, de distribution en vrac dans les supermarchés. Donc demain, il va falloir alimenter les supermarchés en produits. Les petits contenants individuels n'auront plus vocation à exister. C'est maintenant qu'il faut s'intéresser à ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer de nouveaux contenants.
de nouveaux usages du packaging, à la fois des distributeurs dans les rayons, parce que c'est bien, on va faire du vrac, mais si on n'est que sur des distributeurs transparents, on n'arrivera plus à se distinguer. D'un point de vue marketing, ça va être un flop, puisqu'on n'arrivera plus à distinguer un produit d'un autre. Donc là, il va y avoir toute une création là-dessus, aussi bien sur le stockage, la distribution que l'usage. Et puis, les consommateurs, ils vont se servir en vrac, mais il va falloir avoir le contenant. Donc, le contenant, il va être à créer. Donc, le monde du packaging va être en transformation, ça c'est sûr. Et puis, surtout, on voit certaines tendances. Carlsberg qui tente des bouteilles de bière en carton. On a L'Oréal qui s'associe avec Albéa sur les tubes en carton. Alors, on ne rentrera pas dans tout ce qui peut être matière plastique liée au carton, perturbateurs, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution qui est là, qui est en train de se créer. Il faut l'écouter, la regarder. Et puis, le meilleur exemple, c'est Nespresso. Nespresso est passé d'une logique où on avait juste un carton qui protégeait les capsules lorsque vous achetez à un carton qui est optimisé pour la boîte aux lettres, mais qui, une fois chez le consommateur, va servir de distributeur de ramettes, pas les ramettes, mais les barrettes de capsules, avec un sac qui permet le recyclage de ces capsules et le carton qui permet d'en faire différents usages. Donc là, il nous propose quoi? Il nous propose un petit jouet pour le chat, une niche, un petit jouet, un petit robot pour les enfants ou autre. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus simplement un carton qui sert qu'à protéger, à transporter le produit, mais il faut aller plus loin. On pourrait également parler des packs de bière ou autres avec les indicateurs, tout ce qui peut être l'étanchéité des produits et j'en passe. Voilà. On est dans une évolution. Voilà. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'Amazon sur le gaspillage, il y a aussi un défi demain, ça va être le e-commerce. Avec comment on peut faire pour avoir de nouvelles solutions sur les enveloppes, l'optimisation des produits qui sont envoyés. Voilà. On a Raja qui a déjà travaillé sur un sujet où il arrive à réduire le volume d'un emballage en optimisant le stockage des chaussures en les mettant tête bêche plutôt que de les mettre côte à côte et qui permet de gagner un gain de place et donc derrière forcément un gain environnemental puisqu'on ne va pas transporter de l'air Il y a potentiellement. de l'emballage réutilisable aussi, des enveloppes qu'on s'échange, des choses comme ça, Exactement. à partir de bâches recyclées par exemple. C'est plus du papier, Tout à fait. mais au moins on peut penser la aussi bâche à est utilisée. l'upcycling, etc., qui sont de nouvelles solutions. Voilà. On a quand même de belles perspectives devant nous. Et puis je voulais finir sur un sujet peut-être qui est un petit peu moins joli, mais on a le WePub, qui est une grosse thématique, puisqu'en fait, on passe d'une logique où on a le stop pub, donc vous connaissez l'autocollant sur les boîtes aux lettres, je refuse la publicité, à une logique inverse, c'est-à-dire si je n'impose pas sur ma boîte aux lettres le WePub, de base, je n'ai plus de publicité. Donc on peut se dire, tant mieux, moins de publicité, c'est un positionnement, sauf que ça déstabilise aussi toute une économie, toute une industrie. Lorsqu'on fait un texte de loi, il faut bien réfléchir aux impacts que ça peut avoir. Pourquoi? Parce que ce sont des industriels qui impriment non pas uniquement de l'imprimé publicitaire, mais d'autres produits. Et donc ça va avoir forcément un impact sur les autres produits, sur les coûts, sur différentes choses. Et donc c'était c'était la grosse mesure, on va dire, qui peut toucher les imprimeurs. L'expérimentation WePub avec c'est en cours là, ça vient de commencer. C'est en cours, tout à fait. Donc 15 territoires, il n'y a plus 15 territoires, mais il y a 13 territoires, ça je vous l'annonce en avant-première, 13 territoires et 2 territoires qui vont commencer en décalé, qui couvrent à peu près 3% de la population. Ça va durer 3 ans et l'idée c'est de faire un état des lieux sur est-ce que le WePub fonctionne ou ne fonctionne pas. Voilà. Et puis, je tenais aussi à finir sur une petite note positive, montrer que les imprimeurs, de par leur, le passé, ont pris la problématique environnementale très au sérieux depuis très 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 longtemps, puisqu'il y a plus de 20 ans, on créait la traçabilité sur les papiers et cartons, avec 2 systèmes PEFC et FSC. Derrière, on a embrayé avec un prime vert qui permet de justifier quand même de la responsabilité et donc d'une bonne démarche environnementale site chez un industriel, qui est très important et c'est pris en compte par les imprimeurs. Puis là, pour moi, les 2 nouveaux sujets, qui ne sont pas des nouveaux sujets, mais des sujets qui montent et qui prennent de plus en plus de poids et qu'il faut regarder, c'est tout ce qui va être approche CO2, comptabilisation carbone. On a un outil pour les imprimeurs, ClimateCalc, qui permet de calculer l'impact carbone des imprimeurs pour répondre notamment aux exigences des donneurs d'ordre, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à exiger ces choses-là. Et puis, le dernier label qui est très intéressant, c'est Printetic sur la RSE. C'est pareil, les donneurs d'ordre travaillent de plus en plus ces thématiques-là, exigent de leurs sous-traitants, des petites PME, des petits imprimeurs qui montrent patte blanche sur la RSE. Et donc on a ce label-là qui permet vraiment de transformer les entreprises, qu'elles s'adaptent. Oui, qu'une démarche d'accompagnement, parce que là on a eu toutes ces informations. Je me mets à la place d'un imprimeur qui travaille tous les jours et qui n'a pas forcément le temps de se pencher sur tous ces détails. Printetic, c'est vraiment une démarche d'accompagnement pour l'aider. Justement, vous accompagnez beaucoup d'entreprises pour mettre en place cette démarche
au jour le jour. Tout à fait. Avant, on prenait les problématiques les unes après les autres. Hein. On a eu l'environnement, on a la sécurité, la qualité. Printhétique, c'est vraiment une approche globale de l'entreprise avec une pérennisation des activités. On aborde l'économique, le social, le sociétal, l'environnemental, et ça va bien plus loin. Donc très intéressant, et c'est un label qui prend de plus en plus de poids dans le secteur. Voilà. Et puis j'en ai fini. J'avais mis cette petite slide, c'était pour vous expliquer. Non, c'est plus pour vous montrer un peu les tendances qu'il peut y avoir, pourquoi il faut s'intéresser aussi à la calculation carbone. On est à Lyon, justement, je vous ai pris le rapport. C'était le rapport du Grand Lyon en 2009, en bas à gauche. On voyait un peu les perceptions qu'on pouvait avoir sur les températures. Voilà. En gros, en 2100, Lyon aurait les températures d'Alger. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un bon exemple. Enfin, je ne sais pas si ça a pérennisé les choses. Mais surtout, il y a des exigences. On a la loi climat-résilience qui accentue tout ça. On parle de compensation carbone de plus en plus. On a des critiques qui sont faites. La publicité va être impactée. Enfin, on ne peut pas aborder tous les sujets. Il y a les contrats climat qui sont en train d'être mis en place. On a un contrôle aussi de la publicité responsable. On n'aura plus le droit de faire la publicité n'importe comment. Il y a aussi un guide qui est en train d'être élaboré sur les allégations environnementales. Ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que demain, on ne pourra plus dire green, vert, je suis zéro émission, je suis neutre en carbone. Tout ça, ce sera réglementé, contrôlé. Et il faudra appliquer ces réglementations-là. Il faudra les regarder et surtout... ça va créer de nouvelles compétences et de nouvelles orientations à la fois chez les donneurs d'ordre, agences de communication, chez les clients, mais aussi par les imprimeurs. Chez les imprimeurs qui devront intégrer aussi certaines compétences finalement. Tout à fait. Alors j'ai bien conscience que vous avez eu en une demi-heure un concentré d'informations, peut-être difficile à digérer tout de suite. Alors sachez quand même que cette conférence a été filmée, qu'elle va être disponible en replay, que vous pourrez retrouver toutes ces informations en ligne sur notre site et sur la plateforme. Mais d'ores et déjà, vous pourrez retrouver Mathieu. Alors, je le garde avec moi pour la conférence suivante. Mais ensuite, il a un stand où il peut répondre à toutes vos questions. Et surtout, rapprochez-vous de personnes qui peuvent vous aider dans une démarche. Parce que vous ne pourrez pas tout mettre en place tout de suite. Mais en tout cas, il faut commencer. Parce que là, c'est le message quand même. Quand on a vu tous les coupures de presse, tout ça, il faut commencer. Et la démarche printhétique et la démarche sectorielle est un bon moyen de mettre en place ces stratégies RSE pour vous. Et de discuter avec Mathieu, ça va vous apprendre pas mal de choses pour mettre en place ces stratégies. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez venir me voir sur le stand, il n'y a aucun problème. On va faire une petite pause juste de 2 minutes pour laisser Mathieu respirer. Et on va enchaîner tout de suite avec une conférence qui est sur un cas pratique et concret concernant le désancrage. Il reste avec nous, ne vous inquiétez pas. Concernant justement, on a parlé des malus et de Citeo par rapport aux imprimeurs. Et là, vous aurez un cas concret d'application pour voir ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Merci, à tout de suite. Dans 5 petites minutes, on commence.